La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, l'agriculture urbaine à Gatineau, aide financière pour le Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau et les paramédics de l'Outaouais veulent percevoir les comptes en retard. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine InfoMag du jeudi 31 mars 2016. Aimeriez-vous ça avoir des poules ou des abeilles, faire l'élevage de ça chez vous? Mardi, il y avait une conférence de presse à la Maison du citoyen. Gatineau déposait son rapport de consultation sur l'agriculture urbaine. C'est sujet à approbation lors du conseil municipal du 12 avril prochain. Le but de tout ça, c'est promouvoir, mobiliser la population et faciliter la pratique de l'agriculture pour tous les Gatinois. Le programme et plan d'action 2016-2018 s'appuie sur les commentaires des citoyens et des partenaires. En tout, il y a 600 personnes qui ont participé. Ça comprend l'aménagement de jardins communautaires et collectifs, des initiatives de jardinage et petits élevages. Il y a un projet pilote qui va être mis en place en 2017 et permettra l'élevage de poules et d'abeilles chez certains Gatinois. On va écouter là-dessus le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin. Et pour moi, ça a un potentiel important de générer de la qualité de vie, ça, l'agriculture urbaine, pour toutes sortes de raisons. C'est des gens qui se rassemblent, c'est des communautés qui, dans certains cas, vont manger mieux. C'est des jeunes qui apprennent des choses qu'ils n'auraient pas appris autrement. Notamment apprendre que les tomates ne poussent pas à l'épicerie, ça pousse à quelque part. Et c'est ce genre d'activités-là qui permettent parfois de resserrer les communautés. Donc, c'est l'agriculture urbaine, c'est de l'agriculture, mais c'est beaucoup de choses dans une communauté. Le programme d'agriculture urbaine remplacera le programme actuel de jardins communautaires. On va maintenant écouter Yvan Moreau. Il est responsable du développement communautaire à la ville de Gatineau. Il va nous expliquer que toutes les informations seront centralisées sur le web. Deux éléments. Donc, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé de la campagne de sensibilisation, mais il y a également, on veut mettre en place on veut centraliser l'information sur le web. Donc, il va y avoir vraiment une page web uniquement pour l'agriculture urbaine à Gatineau. Donc, on va avoir beaucoup d'informations. Nos partenaires vont pouvoir mettre l'ensemble des ressources. Donc, on va avoir à disposition des guides, peu importe quoi, là. Mais c'est vraiment de centraliser l'information pour que le citoyen ait une porte d'entrée pour avoir une panoplie d'informations pour lui permettre de faire du jardinage à la maison. Ça, c'est vraiment le jardinage des jardins privés versus le jardin communautaire qui est plus pris en charge par un organisme communautaire, soit une maison de quartier ou une association de résidents. Donc ça, c'est vraiment un projet de quartier versus un projet privé. Éric Antoine, qui est actuellement vice-président de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées, il a l'intention de se présenter au poste de président de la commission scolaire aux élections partielles qui auront lieu en mai prochain. Depuis le départ de Jocelyn Fréchette depuis environ 2 mois, il assure le poste de vice-président. Il aime bien en ce moment où les choses s'en vont. C'est ce qui le motive à vouloir devenir président. Il nous explique ses objectifs s'il était élu. Présentement, c'est drôle parce que j'ai déjà mentionné à travers un autre média que le taux de diplomation, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Présentement, on est à 64,6 % de nos élèves en bas de 20 ans qui sont diplômés. Et moi, je veux augmenter ça considérablement. J'aimerais ça passer au-dessus de la barre des 70 et davantage. Mais aussi, je tiens à préciser que j'aimerais ça aussi mettre l'emphase sur les saines habitudes de vie. C'est un gros défi, mais c'est quelque chose qui me préoccupe. C'est une génération au complet qu'on veut transformer. On a un super bel ambassadeur sur notre territoire, Frédéric Ménard, et puis j'encourage tous les gens du milieu à s'inscrire à la grande tournée des écoles. C'est deux choses qui me préoccupent beaucoup, le taux de diplomation et les saines habitudes de vie.
Le député de Papineau, Alexandre Iraca, a annoncé aujourd'hui jeudi une aide financière de 192 805 $ au Carrefour Jeunesse Emploi Papineau. C'est dans le cadre de l'expérimentation d'un projet de partenariat à établir entre les Carrefour Jeunesse Emploi et le secrétariat à la jeunesse. Francine Saint-Jean nous explique à quoi serviront les fonds remis par Québec. En fait, c'est un projet pilote. Il y a 2 grands volets qu'on va travailler dessus. Le projet, c'est les services directs à la clientèle. On va toucher aux clients de 15 à 18 ans qui proviennent de la protection de la jeunesse pour éviter le décrochage scolaire. Donc, on va travailler en collaboration avec le milieu et les écoles. L'autre projet, c'est l'autonomie sociale chez les gens de 18 à 29 ans. Donc, on va travailler beaucoup, soit des gens de la protection de la jeunesse, mais aussi des gens qu'on ne voit pas. Donc, on va travailler avec eux pour qu'ils se réengagent dans le milieu. L'autre côté, c'est les projets qui touchent l'entrepreneuriat. Donc, le premier dossier touche l'entrepreneuriat dans les écoles. Donc, on va tenter d'initier des projets entrepreneuriaux directement à l'école. Le deuxième volet, ça touche le bénévolat chez les jeunes surtout du milieu scolaire. Donc, on va travailler avec le milieu scolaire pour impliquer les jeunes dans des projets de bénévolat. Et le dernier volet, c'est le volontariat, où est-ce qu'on va inciter des gens de 18 à 29 ans à devenir des personnes citoyennes engagées par des projets de bénévolat. Et ça, on va le travailler beaucoup avec les banques alimentaires et l'Ami de l'entraide sur notre territoire pour des projets anti-gaspillage. Le Carrefour Jeunesse Emploi à Papineau est très chanceux. Il y a seulement 25 Carrefour Jeunesse qui ont été sélectionnés pour participer à ce projet pilote à travers tout le Québec. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, nous explique pourquoi le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau fait partie de la sélection. Il y a plusieurs raisons. C'est un carrefour qui est quand même excessivement dynamique, qui, année après année, qui vont fêter leurs 30 ans cette année et année après année, ont toujours été au rendez-vous au niveau des résultats, au niveau de la clientèle, du nombre de clientèle qui est desservie. Et c'est un organisme qui a toujours remis ces choses correctement. Donc, je dirais que ça a joué dans la balance. Et nous sommes aussi un territoire où le comté de Papineau, en Outaouais, est le comté où c'est un peu le moins riche de l'Outaouais. Si on se compare au reste du Québec, on est quand même, au niveau de la richesse, assez bien positionné. Mais en Outaouais, on est le moins riche et avec une clientèle un peu plus démunie. Donc, c'est dans un secteur ciblé également. Je vous parle maintenant d'un article dans le journal de TC Média qui a paru cette semaine. Il y a beaucoup de personnes qui ne paient pas leurs factures lorsqu'ils sont transportés en ambulance. Il y en a pour 1,3 million de dollars en mauvaise créance à la coopérative des paramédics de l'Outaouais. Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas à payer, les personnes accidentées de la route au Québec, les accidentés du travail, les personnes de 65 ans et plus et les prestataires de l'aide sociale. J'ai discuté avec Stéphane Parent de la coopérative des paramédics pour avoir plus de détails sur leur procédure de recouvrement. Avant de commencer à vous parler du problème de recouvrement, j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a une facturation qui se fait pour un transport d'ambulance. Le montant de la prise en charge est de 125 $ plus 1,75 $ qui se fait du moment où on ramasse le patient jusqu'à la destination, soit à l'hôpital. Et tout cet exercice-là est fait d'un bloc et la facturation est apposée sur une clientèle. Il n'y a jamais de frais qui est perçu immédiatement. Une fois rendu à votre résidence ou à l'hôpital, dans les jours suivants, on fait une facturation auquel on envoie directement à la résidence si c'est vous qui êtes facturé. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on vous envoie une première facture, un premier avis, une deuxième avis, puis à toute fois, on vous envoie une lettre comme quoi vous allez aller en recouvrement. Et à ce moment-là, c'est un agent de recouvrement qui communique avec vous. Une fois l'étape de l'agence de recouvrement passée, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si c'est toujours pas payé? Bien, à ce moment-là, il y a une note qui s'en va au crédit, à votre crédit personnel, pour indiquer comme quoi vous avez un compte impayé, comme n'importe quelle autre créance, et ça fait une tâche dans votre crédit. Donc, si vous voulez acheter pour une maison, acheter une voiture, à ce moment-là, la compagnie de crédit va vous dire vous avez une facture non payée, puis de régulariser la situation avant d'acquitter, avant de faire le prêt. Et si, toujours après tout ça, vous n'avez pas été payé, est-ce qu'il y a une façon, finalement, que vous êtes remboursé? Bien, nous, on est remboursé autrement que ça, mais pour le citoyen, si jamais il n'inquiète pas ça, ça va rester pendant plusieurs années dans son dossier de crédit. Nous, l'entreprise, ici, on a une entente avec le gouvernement du Québec, selon nos contrats de service, qu'on est compensé des moyennes de mauvaises créances des 3 dernières années. Ils nous remboursent le montant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger à ce moment-là que les gens se disent
bouffe, je ne payerai pas. De toute façon, le gouvernement va finir par les rembourser. Bien, il faut faire attention. Là. On travaille nos mauvaises créances. On vous appelle, on fait les exercices. La tâche au dossier de crédit, c'est quand même important. C'est très majeur. La majorité des gens ne veulent pas avoir ces tâches de dossier de crédit-là. L'objectif que le gouvernement, pourquoi on s'est attendu avec le gouvernement pour ça? On doit transporter tout le monde. On ne peut pas refuser personne. Donc, vous appelez parce que vous avez mal à la petite orteil puis que c'est minime. On doit vous transporter. Je n'ai pas le droit j'ai pas le pouvoir de refuser qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que le gouvernement décide de nous compenser, parce qu'un autre commerçant peut refuser de vendre un produit, peut refuser de faire un service s'il sait qu'il ne va pas payer ou va payer d'avance. Nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dernière question, si un mauvais payeur ne vous a pas payé, mais qui arrive à avoir besoin, encore une fois, d'une ambulance, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On ne regarde jamais l'état de situation du payeur, ou si ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui paye le lendemain matin ou quelqu'un qui paye 30 jours après. Nous, je vous répète, l'important, c'est pas la facturation. L'important, c'est le service à la population. C'est de s'assurer qu'on est là dans le service à la population. Donc, ça n'a pas d'impact au niveau du service à la clientèle. Vous savez, il est arrivé toute une aventure dans la région de Masson-Angers cette semaine. Il y a une voiture qui a littéralement traversé la façade de chez Jean Coutu de la rue de Neuville à Masson-Angers. C'est arrivé mercredi vers 10h15 le matin. C'est une femme de 70 ans qui a effectué une fausse manœuvre, s'est trouvée dans une fâcheuse position. Le véhicule était un SUV de marque MKX 2013. Heureusement, il n'y a eu personne de blessé, ni la dame, ni aucune personne dans le magasin. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Chronique culturelle maintenant avec Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien. Tu veux me parler de l'émission La Voix, évidemment? Bien oui, Stéphanie Saint-Jean, qui encore une fois a fait tout un numéro. Elle est allée, elle avait dit qu'elle voulait exprimer sa joie. C'est ce qu'elle a fait. Elle a chanté Happy Day avec une chorale. Et les gens ont apprécié son numéro beaucoup, à un point tel que 93 % des gens ont voté pour elle, ce qui laissait peu de chance aux 2 autres candidats. Donc, elle s'en va en demi-finale la semaine prochaine. J'ai eu la chance de lui parler lundi matin après son passage à l'émission La Voix. Et elle hésite entre faire une chanson joyeuse pour exprimer ce qu'elle ressent face à l'émission, face à l'aventure qu'elle vit en ce moment, ou une chanson qui rentre plus dedans, pour reprendre son expression. Chose certaine, elle veut toucher les gens. C'est ce qu'elle a déjà fait. Pour elle aussi, c'était un rêve d'avoir une chorale avec elle pour chanter au Happy Day, qui a vraiment connu un grand succès. Et on a Geneviève Leclerc aussi, qui vient de Gatineau, qui elle aussi s'en va en demi-finale. Donc, 2 artistes de Gatineau à découvrir et à suivre là, dans les prochaines semaines. Quand tu dis 93 % des personnes ont voté pour elle, ça, c'est à travers le Québec au complet? Oui, là? à travers le Québec au complet. Il était les 3 candidats du coach Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, lui, a attribué 50 points à Stéphanie, départagé le 50 restant avec les 2 autres candidats, et elle a eu 93 points du public. On parle beaucoup de la Travis Mania au sein de l'émission La Voix, mais cette semaine, on parlait aussi de la Stéphanie Mania. Donc, hâte de suivre. Et particularité cette année à La Voix, habituellement, les demi-finales, ce sont les gens de la même équipe qui s'affrontent. Cette année, ça peut être des gens jumelés à différentes équipes. Donc, un coach pourrait se retrouver plus de candidats à la fin. Donc, on ne sait pas finalement contre qui Stéphanie va être affrontée, contre qui elle affrontera. Donc, c'est vraiment à suivre. Là. Et il y a le Festival du film au Cœur des Vallées pour les étudiants, oui, ça. Pour les étudiants de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Ça se déroule du 8 au 15 avril prochain à la salle des Jardins qui est située à l'école secondaire Armdas-Gamelin. Les élèves auront la chance de voir 4 films à l'affiche, dont La théorie de l'univers, Normand du Nord, La guerre des Tucs et Guy Bard s'en va en guerre. C'est le Carrefour culturel Estacade qui est en arrière de l'organisation de cet événement, également avec la commission scolaire au Cœur des Vallées. Et Hugo Parisien du Carrefour culturel remerciait le personnel justement qui s'est reviré en un tour assez rapidement là, pour organiser l'événement on sait, à cause des moyens de pression, les événements dans les écoles étaient suspendus. Ça a été repris récemment et les jeunes en bénéficieront et pourront découvrir le cinéma. Diane Fontaine, maintenant. Oui, Diane Fontaine, Scène de vie, en fait une exposition qui se déroule dans la fin de semaine du 15 avril et qui regroupe 5 artistes, dont Diane Fontaine. Également Isabelle, Linda Isabelle, Guy Moret et Cibo. En fait, ils vont présenter des œuvres en lien avec des scènes de vie, donc du quotidien.
Et ça se déroule du vendredi 15 avril au lundi 18 avril. Et c'est des scènes de vie touchantes surtout. Au Café des artistes, il y a des expositions? Oui, nouvelle exposition qui prend l'affiche en avril. Il s'agit de Hébé. C'est une jeune femme de 31 ans qui a décidé de se consacrer à l'art de façon professionnelle. Et elle y va surtout avec l'acrylique et le fusain. Parfois, elle utilise le pastel et des techniques mixtes. Son sujet de prédilection, c'est la femme dans l'expression de son corps et de son âme. Et elle y va surtout avec de l'abstrait et de l'émotionnalisme. Pour avoir plus d'informations, c'est possible de visiter le www.c2a-de-la-lièvre.com. Et du côté de Robert Garceau maintenant. Oui, autre spectacle qui se déroule au Café des artistes de la Lièvre. Ça se déroule le 8 avril à 20h30. Robert Garceau avait déjà fait un album dans sa jeunesse, avait même la collaboration du groupe Harmonium, des membres du groupe Harmonium. Il a laissé tomber un peu la musique. Il a fait 35 métiers, là, dont été enseignant de musique, de français, excusez-moi. Il est revenu dans la musique grâce à une rencontre avec un musicien, Claude Naubert. Maintenant, il est rendu à son 5e album qui est en route et il sera sur la scène du Café des artistes. Ce n'est pas la première fois, c'est un habitué. Il sera accompagné justement de Claude Naubert et de Louis Trudel pour présenter ce spectacle. Le coût du billet est de 12 $ à la porte. Et pour avoir des informations, encore une fois, c'est possible de visiter le www.c2a-de-la-lièvre.com ou de visiter le www.robertgarceau.com pour en savoir plus sur sa carrière à lui, qui est quand même assez impressionnante, là, de plusieurs métiers pour se rendre où il est rendu aujourd'hui. Et Syndicated Blues, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un groupe d'ici qui s'appelait Crossroads. Non, pas vraiment. En fait, c'est 5 musiciens d'ici qui ont commencé à jouer pour le plaisir. Certains jouent au baseball, au hockey ou vont à la chasse. Eux ont décidé de faire de la musique. Ils ne se doutaient pas, par contre, qu'ils ont commencé en 2010. En 2015, ils ont sorti leur 2e album. Mais les gens les connaissent surtout sur le nom de Crossroads. C'est l'an passé qu'ils ont changé de nom pour le 2e album, justement, qui s'appelle Syndicate Blues. Et ils font un spectacle à la Windsor le 9 avril. En fait, Ken McMillan, le propriétaire du pub Windsor, c'est le drummer du groupe. Et leur album a été réalisé par Carl Bastien, qui est quand même assez connu dans le domaine de la chanson. Et pendant alors qu'ils se rendaient au studio à Montréal, au studio Victor, ils ont composé la chanson I'm Begin, qui est sur leur 2e album. Le lancement de l'album a lieu à Bocam en fête en juillet dernier. Donc, c'est à redécouvrir pour ceux qui les connaissent déjà ou à découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas. Ça se déroule le 9 avril. Le coût est de 5 $ à la porte. La Journée mondiale du livre, et on souligne ça à la librairie Rosemary. Tout à fait. Ça se déroule le 23 avril. Pour l'occasion, il y aura 5 auteurs présents, dont Suzanne Fontaine, Mathilde Saint-Jean, qu'on sait vient de Saint-André-Avelin. On a Jacques Jobin, dont on a déjà parlé parce qu'il a fait son livre sur la coopération internationale. On a Stéphane Perrault, d'Estrevez et Daniel Tessier qui vont être là à la librairie Rosemary pour parler de leur œuvre, faire des séances de dédicaces aussi. Et il y aura de la lecture en vitrine aussi. Et les gens qui en feront pendant 10 minutes, c'est ouvert à tous, auront 10 % de rabais lors de cette journée. Donc, c'est la façon pour la librairie Rosemary de souligner l'art d'écrire. Et très rapidement, spectacle Amalgame de Saint-André-Avelin. Oui, ça se déroule en fin de semaine. C'est la troupe, c'est leur nom, qui a composé La troupe, c'est leur nom? Bien, c'est le nom de la troupe. Amalgame? Non, c'est le spectacle s'appelle Amalgame. C'est un peu compliqué. En fait, c'est tellement simple que ça en devient compliqué. C'est la troupe qui a composé le spectacle Amalgame, trame d'une vie. En fait, c'est Claude Saint-Jean qui est derrière tout ça, qui est l'auteur et le metteur en scène. Il va y avoir une quarantaine de personnes qui font ce spectacle. Les gens vont être appelés à rentrer dans la tête de Anna Krotova, qui est une Roumaine qui est arrivée ici. Ils vont vivre tous ses souvenirs. Ça se déroule plusieurs blocs musicaux aussi, mais revus de façon différente. Il me disait aussi que les gens vont être transportés tout à fait dans un monde, un univers différent. Le spectacle va se terminer même par un bloc où on retrouve des animaux pour que les gens sortent de là les yeux très grands. Donc, c'est à découvrir. Ça se déroule samedi soir, le 2 avril, à Saint-André-Avelin. Et les profits du spectacle vont être remis pour la création de jeux d'eau à Saint-André-Avelin dans le Parc des Générations. Jessie Laflamme, merci beaucoup. Bon week-end. Merci à toi. Bon week-end aussi.
Et la chronique sport maintenant avec notre collègue François Croteau. Bonsoir François. Bonsoir Martin. Tu veux nous parler en premier de hockey, évidemment, Oui. les Vikings. Oui, effectivement. On se souviendra qu'à pareille heure, la semaine dernière, on disait que la série finale s'annonçait mal pour les Vikings parce qu'ils traînaient de l'arrière par 0-2 contre les Panthères d'Embrun. Ils sont repris de belle façon. La série est maintenant égale. 2-2, un gain vendredi soir à Embrun par le pointage de 4-3 et ça s'est poursuivi dimanche dernier du côté de Papineauville. Là, une écrasante victoire de 9-1. Alors, série égale, mais oui, ça a bien été. Moi, je me suis laissé dire qu'il y avait peut-être des petits problèmes là, du côté de certains joueurs d'Embrun. En tout cas, écoutez, ça va se régler en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Si ça va jusqu'à un 7e match. Vendredi, c'est à Embrun, mais samedi, c'est du côté de Papineauville et le match ultime, si nécessaire, aura lieu à Embrun dimanche. Alors, on leur souhaite bonne chance pour un championnat. Et les séries entre les Olympiques de Gatineau et Québec. Oui, ça, c'est sans grande surprise. Ça a été un balayage là, de la part des Olympiques. Ils ont remporté les 4 matchs. Les 2 premiers matchs ont été serrés, mais c'est quand même la tenue du gardien des Remparts, Kislev, qui a fait la différence là, parce qu'il se faisait bombarder. Les Olympiques contrôlaient le jeu, mais ne parvenaient pas à marquer. Ils ont gagné le 3e match à Québec par le pointage de 9-2 et ça s'est terminé hier par un pointage de 4-2, peut-être un match plus serré. Donc, ça donne une chance là, aux Olympiques de se reposer. Et dans le moment, l'autre équipe aussi qui va très bien, qui était surveillée, c'est l'équipe qui a fini premier au classement général. C'est Rouyn-Noranda. Eux aussi sont en train de varloper Drummondville. C'est des pointages là, astronomiques, là, les 3 premiers matchs. Donc, on verra pour les prochaines séries. Val-d'Or perd présentement contre Boisbriand. C'est peut-être la surprise là, de ces 8e de finale. Donc, c'est à suivre. Si Boisbriand gagne, les Olympiques pourraient affronter Moncton. Et 3 équipes maintenant de l'AHMLG. Oui, l'Association de hockey mineur de la Lièvre, ici. On sait qu'à ce temps-ci de l'année, naturellement, c'est les éliminatoires. Et il va y avoir 3 équipes qui vont aller participer aux championnats interrégionaux qui vont se tenir du 7 au 10 avril prochain en Mauricie. Alors, ça vaut la peine de les nommer là, parce que c'est quand même des équipes là, dont les joueurs ont travaillé fort toute la saison pour se rendre jusque-là. Dans le novice C, ce sont les Rapides. Ils ont conservé une fiche de 14 victoires et 2 défaites au cours de la saison. Une belle fiche immaculée de 6-0 en série. Il y a aussi le Midget B, les Jets, qui ont terminé l'année avec une fiche de 17 victoires, 5 défaites et 2 matchs nuls. Ils ont une belle fiche de 7 victoires et 1 défaite en série. Et le juvénile va compléter le trio. Eux qui ont remporté 4 de leurs 5 rencontres en série éliminatoire. Donc, on leur souhaite bonne chance. Et c'est du 7 au 10 avril en Mauricie. On passe au ski de fond avec Antoine C. Oui, c'est un athlète de 17 ans de la région qui vient de remporter le championnat en sprint chez les 17 ans, le championnat canadien, pardon, en sprint chez les 17 ans et moins. Ça se déroulait du côté de Whitehorse. C'est un produit, comme je l'ai dit, local, c'est du club Skinook. Écoutez, pour lui, là, c'est un rêve qui se réalise. Il fait du ski depuis qu'il est tout jeune. Déjà, cette saison, il avait eu de nombreux podiums, mais là, on dirait que c'est la consécration parce que, justement, dans la course la plus importante, il remporte la médaille d'or. Son père est très fier de lui et il faut souligner, c'est lui qui s'occupait du fartage pour les équipes québécoises là, du côté du championnat à Whitehorse. Vanessa Lepage-Joannis, elle avait allé battre du monde à Montréal. Oui, effectivement. Et c'est bien présenté. Oui, on sait qu'elle a combattu à Moncton son premier combat chez les professionnels il y a quelques semaines de ça. Et elle attendait là, pour avoir un deuxième combat. Ça va se dérouler le 13 mai prochain du côté du Métropolis à Montréal. Son adversaire n'est pas connu encore. On va espérer, par exemple, que le combat, ça ne se passera pas comme ses premiers combats. On sait que par 2 fois, les combats avaient été annulés avant qu'elle puisse aller se battre du côté du Nouveau-Brunswick. Donc, on lui souhaite une adversaire là, pour le 13 mai prochain. Et Mme Joannis, ça a l'air qu'elle déplace énormément sur un ring. C'est quelque chose à voir. Moi, je n'aurais peur. Pardon? Je n'aurais peur.
Oui. On se tient tranquille. C'est n'est-ce ça? pas? Oui. Cheerleading maintenant. Oui, écoutez, c'est le championnat régional qui va avoir lieu en fin de semaine. C'est le 5e championnat. Ça va avoir lieu samedi et dimanche, le 2 avril prochain, du côté du Collège Nouvelle-Frontière. Ça commence à midi. Écoutez, le prix du billet est de 15 $. 210 athlètes qui proviennent de 10 écoles secondaires de l'Outaouais vont participer. Et c'est spectaculaire comme compétition. Je veux dire, il y a beaucoup de mouvements, il y a la musique, c'est dynamique. Et c'est agréable à regarder, si on peut dire. Donc, en fin de semaine, puis il annonce pas tellement beau, là. Fait que, allez donc faire un saut du côté de l'école Nouvelle-Frontière. Nouvelle-Frontière. La neige est presque fondue et ça veut dire que le golf s'en vient. Oui, effectivement. Si vous regardez du côté des clubs dans le sud de la région d'Ottawa, le long du fleuve Saint-Laurent, on prévoyait des ouvertures pour en fin de semaine, le 1er et le 2 avril. Naturellement, on regarde la température dimanche, là, ils annoncent -4, avec un minimum la nuit à -10. Donc, ça va être plus difficile, mais ça s'en vient. Et j'en profite aussi pour annoncer le tournoi de golf des Flames de Gatineau qui va avoir lieu ici même au club de Buckingham. C'est samedi le 7 mai. François Croteau, merci beaucoup. On se retrouve mardi. Oui, bien, ça va être plus court. Hein? Oui, c'est vrai. Merci, François. Je veux juste prendre quelques instants pour souligner qu'un de nos collègues et amis ici, Sébastien Chénier, s'en va de la TVC. Il a une relève de nouveaux défis. Il va être caméraman sur la colline parlementaire. Alors, je veux vraiment, de la part de toute l'équipe, Sébastien, te remercier. On t'aime beaucoup. Bonne chance. Et nous, on se retrouve mardi. Au revoir, mesdames et messieurs. Un message d'impératif français. Papa, t'as un côté du visage affaissé. Maman? Je suis sûr que c'est rien. T'articules mal? Pourquoi donc? Chérie, lève tes bras en l'air pour moi. Papa, est-ce que ça va? Valérie, appelle le 911. Ah, je pense juste que C'est bon. Papa? Comment vous vous sentez? Bien. Vous aviez subi un AVC, mais comme vous êtes arrivé vite, votre établissement va être rapide. C'est triste. Je trouve ça triste qu'on est en voie de disparition du barbier. Je trouve ça triste qu'il n'y a pas d'étudiants qui s'en allent dans ce métier-là. Au Québec, le métier de barbier n'est plus enseigné depuis près de 20 ans. Le salon de barbier, qui autrefois avait un rôle central dans les villages, est maintenant en voie de disparition. Monsieur Lucien Desjardins est propriétaire du dernier salon de barbier dans le secteur Buckingham. J'ai travaillé à plusieurs salons, 3-4 salons. Puis à un moment donné, dans ma tête, ça tournait. Je me disais, un jour, je vais avoir mon salon. Mais je voulais avoir mon salon dans Buckingham. Fait que je laisse chez un barbier à Buckingham. Ce barbier-là, il m'a appelé. Il dit, Lucien, il dit, je prends ma retraite. Il dit, si tu vas avoir mon salon, je vais te le louer. J'ai dit à ma femme, tu vois, à mon épouse, j'ai dit, ouais, là. Les cloches viennent de sonner pour moi. Je donne ma notice à Gatineau, puis je m'en viens à Buckingham. C'est là ma ville. Aujourd'hui, pour exercer le métier de coiffeuse ou coiffeur, on doit obtenir un diplôme d'études professionnelles. À l'époque, devenir barbier était un peu plus laborieux. Il fallait être à 10e, dans ce temps-là, 10e année. Puis il fallait suivre un cours
de 8 à 9 mois à l'école Bondi Barber School à Ottawa. Il fallait un diplôme de pratique, un diplôme d'hygiène. Après ça, il fallait que tu travailles 3 ans avec un autre barbier pour aller passer d'autres examens après 3 ans devant des professeurs. Si les études diffèrent, les qualités sociales ont toujours été les mêmes. Le moment heureux d'un salon barbier, c'est ça, la communication face à des clients. Mais il y a des affaires, il ne faut pas que tu parles d'un salon barbier. Religion, politique. J'adore les clients. Il y a des discussions qui partent des fois, là, puis on rit. Des fois, ça n'a pas d'allure.